Et si les Kings ne s'étaient pas fait voler en 2002 ? Voler, le mot est limite faible. Hein ? Je crois qu'on peut le dire. Oui, on s'installe. Ouais. Aïe. Oh, cette enquête trash talk, elle va faire mal. On s'installe tranquillou en vous souhaitant un bon lundi. Vous le savez, cet été, on vous ambiance chaque lundi avec des petites enquêtes trash talk. Voilà, exactement. On revient en arrière sur des faits importants qui ont eu des conséquences multiples. Tout à fait. Par la suite, ou sur le coup d'ailleurs. On va sortir les petits dossiers, t'as raison. On a sorti les dossiers, on a tout ce qu'il faut. On a de l'info dans tous les sens, on a des bouquins, on a fait des recherches pendant des heures, des années. Oh là là, on a fait les détectives privés et on sait qu'il y en a beaucoup justement dans la communauté qui le font aussi. Nous avons parlé de plusieurs grandes franchises, nous allons parler d'une autre franchise, une autre grande franchise. Il s'agit de celle de Sacramento, qui au début des années 2000, tout à fait les Kings, les rois de Sacramento, qui au début des années 2000, si les plus jeunes ne le savent pas, pratiquaient un jeu exceptionnel. Franchement, le plus beau jeu de l'époque. Hein. Le plus beau jeu du début des années 2000, tout à fait. Et qui sur la décennie ensuite le partageront avec les Suns de Phoenix. Voilà, on peut dire ça. On peut se le tout à dire. fait. On peut dire ça. Comme d'habitude, vous le savez, sur ces enquêtes, nous allons tout expliquer. D'abord, le contexte, la montée en température, la grande story, que s'est-il passé en 2002 pour que les Kings soient au cœur d'une enquête, et ensuite, un petit peu les conséquences de la science-fiction, un peu avec la boîte à SF qui est juste là, et après on se fera à l'échelle du what if pour savoir ce que ça a pu modifier. Voilà. Nous sommes, Alex, j'ai envie de te dire que nous sommes en 2000. Oui, voilà, on va revenir un peu à la genèse. Nous sommes en 2000. Nous sommes en 2000. Les Kings ont de plus en plus de hype parce qu'ils ont à la main un mec ultra spectaculaire en la personne de Jason Williams. Monsieur Jason Williams est à la main. Ils ont quelques années, 2 années auparavant, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en 98, tradé pour récupérer Chris Webber. Ils ont... Qui était à Washington. Ils ont des petits gars comme Edo Turkoglu. Tout à fait. Des petits garçons qui shootent pas trop mal, genre Peja Stojakovic. Un pitbull défensif incroyable en la personne de Doug Christie. Un sixième homme exceptionnel en Bobby Jackson. Bobby Jackson, grave. Ceux qui connaissent pas Doug Christie, allez voir parce que c'est clair que c'est pas le plus technique. T'as vu le petit réflexe là? C'est pas le plus technique, mais alors par contre quand tu l'as sur toi, si t'es poste 2 ou poste 3, c'est relou. Oh, c'est relou. Après des années passées un petit peu en galère, même s'il y avait Mitch Richmond qui faisait le boulot avec quelques copains à Sacramento, on commence soudainement à rentrer dans l'élite de l'Ouest, avec au centre de tout ça un Chris Webber dans son prime qui est monstrueux. Oufissime, l'intérieur des années 2000. Le tout début, on se dit wow, tu peux être intérieur et faire des contre-attaques coast to coast, behind the back. Oh là là, le jeu des Kings. Il sait tout faire, il sait faire des passes, il est fort au rebond, il peut driver en posant la balle au sol, je veux dire, par rapport à son gabarit. Il est extrêmement musculeux, donc au poste, c'est très compliqué. Il a de la détente, enfin bref. Énorme joueur, Chris Webber. C'est ça, et on attend un peu que les Kings montent en température parce qu'il y a du talent, il y a de la jeunesse. Tout ça coaché par un monsieur qui s'appelle Rick Adelman. Rick Adelman, qu'on avait déjà vu avec les Blazers du début des années 90, fin des années 80. Les Blazers de Clyde Drexler, tout à fait. Si je dis pas de bêtises. Qui après prendra des Rockets et des Wolves, mais là on est à Sacramento, et le challenge c'est essayer de se faire respecter dans une zone en Californie et dans une division Pacifique où au début des années 2000, c'est un peu compliqué. Le truc c'est que les Clippers sont pas non plus hyper dangereux à cette époque. Les Suns pas encore, ils le viendront vite mais pas encore au début. Mais par contre il y a les Lakers. Il y a les Lakers de Shaq et Kobe. De Shaq, Kobe, Phil Jackson. Phil Jackson, Bichot, Rick Fox, Dee Fisher. Robert Horry, dont on va parler. Nous sommes en 2000. Première confrontation, si je dis pas de bêtises, d'une rivalité qui va devenir exceptionnelle au début des années 2000. Les amis Kings se font sortir, tranquillou, par les Lakers. Et ça commence déjà un peu à se fristouiller. Retenez bien en tête ceci, nous sommes vraiment dans une confrontation entre la grande cité lumineuse Hollywood, Los Angeles, le gros fun, contre Sacramento, capitale en soi californienne, administrative, mais un petit peu considéré petit frère, avec moins d'habitants, ça sort les cloches, ça fout le bordel à l'Arco Arena. Ah grave, ça fout un bordel magnifique. Record, c'est des audiences, enfin c'est un bordel au niveau sonore qui est exceptionnel, mais
on la considère comme le gentil petit frère où les Lakers se ramènent pour s'amuser. En 2000, tu te fais éliminer par les Lakers. En 2001, tu te fais carrément sweeper. Tu te fais sweeper 4-0 par les Lakers qui, on le rappelle, ne perdent qu'un seul match des playoffs. Voilà, qui sont donc en route pour leur back-to-back. Tout à fait. Et à l'issue de ces playoffs 2001, Rick Adelman, il commence à en avoir ras le bol de monsieur Jason Williams. Oui, qui, notamment, aussi doué soit-il, respecte la moitié des consignes du coach. Il est un peu trop fantasque pour un gars comme Adelman. Qui a vécu avec Terry Porter. Qui n'est pas un grand rigolo. Et du coup, sous la pression de leur coach, les Kings décident de suivre l'avis de leur coach et de monter un trade qui verra Jason Williams filer à Memphis, puisqu'à l'époque Vancouver n'a pas encore. En fait, c'est l'été 2001, c'est l'été où les Grizzlies passent de Vancouver à Memphis. Oui, puisque Mike Bibby commence sa carrière à Vancouver. Exactement, et donc c'est Mike Bibby qui fait le trajet inverse et qui débarque donc à Sacramento. Oui. Mike Bibby, joueur certainement moins talentueux à la passe que Jason Williams, ça c'est pas une offense. Mais meneur plus complet et sérieux. Par contre plus complet, plus sérieux, un peu meilleur shooter. Oui, bien dans les besoins des Kings, il y a besoin de quelqu'un dans le money time pour créer et tout, donc ça fait vraiment du bien. Et puis on l'avait vu bien cartonner à Arizona, notamment en université, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est ce qu'on attend fortement. Et là, les Kings, avec cette équipe, Bibi, Christie, on peut faire l'effectif, Edo, Peya en 3, un Weber Divac dans la raquette, Pollard, un Bobby Jackson qui sort du banc, du Scott Pollard, Lawrence Vanderbilt. Voilà. Il y a tout le monde. Il y a des têtes de con, du talent, des gros musculeux, des mecs qui vont vite. Il y a de la technique, bon bah là. Et de toute façon, Divac, Stojakovic, et tu rajoutes du Weber qui franchement doit avoir du sang. Ça va, il est pas manchot. Non, bien sûr. Bibi, Edo, Peya, Christie et tout. Et puis quand tu laisses les mecs ouverts, c'est Peya ou Edo, donc ça rentre quand même bien. Et en plus d'être une équipe technique et comme tu l'as dit ultra complète, elle pratique le jeu le plus fun. C'est collectif. C'est fabuleux. C'est léché. Ça joue bien en transition, ça joue bien sur demi-terrain. Avec Adelman. Ça manie le pick and roll, il y a des bons systèmes. Enfin, franchement, c'est du beau basket. Et d'ailleurs, sur la saison 2001-2002, on a un Weber, 54 matchs, c'est pas énorme, par contre, il est monstre. Mais il est monstre. Il est à son prime. Bouge pas. Il est en 26-13. Non, il est en attends, bouge pas, j'arrive pas à retrouver ses stats. Tiens, c'est bizarre ça. Non, parce que c'est les saisons d'après où il est en 26-13. Ouais, t'as raison. Non, mais en tout cas, il est dans les rangées des KG à la 20 points, 10 rebonds et 3-4 passes, quoi. Ouais, il est lourd. Injouable au poste, musculeux, c'est Weber, quoi. Ça score beaucoup, ça défend pas si mal. Pas de discussion d'MVP. Et du coup, t'as 61 victoires au bout. Putain. Et t'es premier de l'Ouest, les Kings. Les Sacramento Kings sont premiers de l'Ouest. Ceux qui n'ont pas connu ça, sachez-le, ça a existé. Ils étaient devant les Lakers de Shaq et Kobe. Donc non seulement les mecs pratiquent un jeu de malade, mais en plus ça gagne. C'est ça qui est beau. Ça gagne vraiment, quoi. Oui, et puis 61 victoires, c'est de la grosse saison, on le sait. Quand tu commences à gagner plus de 60 wins dans une saison, c'est lourd. Ça. Et puis on a des équipes qui font 60 victoires et qui sont chiantes à mourir, mais là c'est une équipe qui a 60 victoires et qui en plus fait kiffer l'Amérique. C'est-à-dire qu'il y a plein de fans de basket qui font oh putain, je veux me raser les cheveux pour être comme Mike Bibby, je veux shooter comme Peja Stojakovic et je veux faire des passes dans le lot contre comme Vlad Divac. Ouais, tout à fait. Et donc on les attend au tournant ces Kings en playoff. Du coup, l'objectif avoué, c'est évidemment de taper les Lakers. Ah oui. C'est évidemment de les empêcher d'aller faire un sweep it. Ça fait 2 fois que tu te fais taper et très sérieusement par les Lakers. Cette fois, tu veux rendre la monnaie. Et donc en playoff, c'est normal. Ça débarque, tranquille. Utah, au premier tour, c'est Utah. Tu leur mets 3-1. Pour ceux qui veulent resituer, c'est le Utah de Stockton Malone qui commence à être un peu vieillot. Ouais. Par contre, il y a un jeune Kirilenko. Oui, voilà. Il y a Doniel Marshall, pour ceux qui connaissent. Juste, Alex n'a pas fait d'erreur. N'a pas fait d'erreur, pas Federer. 3-1 au premier tour. On est encore sur les on n'est pas encore au meilleur des 7 au premier round. Au deuxième round, là on est au meilleur des 7, mais ils auront besoin que de 5 matchs, puisqu'ils mettent 4-1 aux Mavs. C'est les Mavs de Dirk, de Nash, de Michael Finlay, de Van Exel. Voilà. Bien sûr. Ces Nash-là, fallait se les jouer. Eux, les ont défoncés, leur ont mis 4-1. Il n'y a pas eu de série. C'est Nelson qui coach ça ? Oui. Je pense que c'est Don. Très probablement. C'est Don. Et donc, ça arrive en finale de conf. Et là, on a le droit à notre magnifique petite match-up. Contre qui ? Contre les Los Angeles Lakers. Avant même qu'un match ne se joue qu'un entre deux ait lieu, on s'attend déjà à une putain de série. Donc c'est pas les Lakers c'est des Lakers en quête de sweep it, mais ce sont les Lakers d'un Kobe qui est dans sa incroyable. sixième saison. Ouais.
qui commence à être monstrueux. Oui, il a eu le déclic de 2000 à Indiana, il a eu le déclic de 2001 pendant les playoffs. Genre là, 2002, il est monstrueux. Et alors le Shaq... Et le Shaq, le Shaq, quand il fait pas 30-15, c'est un petit match, quoi. Il vient de se gaver avec 2 titres de MVP des finales et après avoir été MVP de la régulière en 2000, il est injouable. Et en plus, l'autre c'est le printemps, donc bon. Il est injouable quand arrivent les playoffs, il s'excite. Enfin, il s'est fait chier pendant toute la régulière, là il bouffe de l'intérieur. Exactement. En fait. Et il va se mettre en place une série juste. Si vous pouvez regarder la série entre Kings et Lakers, au-delà de tout ce qu'on va raconter après. Regardez-la, c'est une des séries les plus épiques en termes de match serré. Oh bah ouais, déjà c'est énorme. Elle est incroyable. Ça peut pas se piffrer. Et exactement, et avec tout le contexte qu'on a expliqué, c'est-à-dire grand frère, petit frère californien, les bouseux entre guillemets de Sacramento avec leur cloche qui essayent de foutre le bordel et renverser l'ordre établi puisque Los Angeles essaye de faire un triplé. Donc beaucoup de gens, un petit peu en mode David contre Goliath, se rangent derrière David qui est Sacramento. Game 1 à Sacramento, sauf que les Lakers ils se pointent en mode genre. C'est qui les champions ? C'est qui les champions ? Qui les boss ? Ça domine. Lakers ça domine très clairement les Kings sur ce premier match. Game 2, les Kings font. On remet ça. C'est pas fini. Non, on remet ça un partout. Ouais. Bim, un partout. Game 3 à Los Angeles. Là, les Kings arrivent et font les gars. Cette année, ça va être complicado. Donc ça reprend l'avantage du terrain. Donc ça reprend l'avantage du terrain. Et tu arrives au Game 4 parce que le Game 4 dans cette série est extrêmement important. Imaginez, il y a déjà 2-1 pour Sacramento. 2-1 pour les Kings. Donc si les Kings gagnent, ils rentrent à la maison en menant 3-1, ou les Lakers gagnent, et ça peut faire très mal si le match est serré. Les Kings sont à +2. Prends ton temps, c'est un délice. Il reste quoi, je sais plus combien de secondes il reste. 8 secondes à jouer. Il reste pas énormément. Non, il reste plus que ça parce que Kobe a la balle, Kobe drive, Kobe rate. Il reste pas beaucoup. Chaque rebond, chaque rate. Et là, je sais plus qui c'est qui tape la balle vers l'extérieur. C'est Vlad Divac. Il essaie de dégager le bordel, quoi. Mais non, putain, prends-la demain, frère. On t'a pas appris. Il fait une passe parfaite, une passe avec rebond, une bounce passe pour Robert Horry, quoi. Et là, voilà, il y a Robert, tête de raquette. Pouf pouf. 4-3. Donc Robert Horry, ceux qui connaissent pas, voilà. Le mec s'appelle Big Shot Rob. Voilà, son surnom c'est Big Shot Rob. Les shoot clutch, on les mesure sur une échelle qui s'appelle l'échelle de Horry, quoi. La clutchitude, c'est pas une échelle de Reggie Miller ou de Larry Bird ou de Michael Jordan, c'est une échelle de Robert Horry. Catch, shoot, ficelle, plus 1. 2 partout. Terminé. Weber est trop loin. Pourtant il met la main. Mais sauf que Robert Horry fait 2m8. On pourrait faire un what if rien que sur le rebond de Divac. Ouais, c'est clair. Putain de merde. Non. Donc mais rien que déjà là, sachez-le, c'est pas ça le what if. Non. C'est pas ça. C'est pas. Et là, si Robert Horry avait raté, c'est pas ça le what if. Donc Robert Horry met ce shoot extraordinaire 2-2. Et on est à 2-2 et donc là on retourne, si je dis pas de bêtises, à Sacramento pour essayer justement de reprendre mentalement. On se dit c'est le plus gros test de l'histoire de la franchise des Kings. Ouais. Tu viens de te prendre un shoot au buzzer exceptionnel, tu rentres à la maison, il faut que tu retournes à Los Angeles derrière au match 6 avec la victoire. Tu dois mener 3-2. Et là mon pote, le test, il est réussi à 100%. Gros match des Kings, très sérieux. Et quand il a fallu être clutch en fin de match pour arrêter l'affaire, c'est Mike Bibby qui s'en est chargé. Magnifique, Mike Bibby qui met son jumper sur le côté. Lourd. Des petites histoires évidemment avec Kobe qui aurait mangé une pizza empoisonnée. Voilà. Spécial. Apparemment à Sacramento, ils mettent pas que du tabasco dans les pâtes. Donc Kobe fait un match dégueulasse et il fait putain, j'avais la chiasse. Il a été dégueulasse. Ouais, mais Doug Christie fait un taf monstrueux dessus. Et Doug Christie, je vous le dis, allez voir. C'est très très relou, même quand tu es Kobe Bryant et que tu es en 2002. Ah non, mais bien sûr. Et les Kings réussissent ce test mental qui est de retourner à Los Angeles en menant 3-2. La pression est sur les Lakers plus que jamais. Dos au mur. Tu peux voir la fin de cette espèce de quête pour le triplé. Ils sont dos au mur face à des Kings où on sent bien que, honnêtement, on peut le dire, les Kings jouent mieux au basket. C'est la meilleure collectivement. Équipe. C'est la meilleure équipe des deux. Après, ils ont en moins phase d'expérience. 2, moins d'expérience clairement, et surtout en phase 2, ils ont un duo. Shaq et Kobe. Oui. Là, pour le coup, il n'y a pas d'équivalent à ça. Non. Je veux dire, j'aime bien le duo Chris Webber. Mais non, mais lol. Enfin bon, Shaq et Kobe, quoi, tu vois. Ça. Donc là, non, il n'y a pas photo. Par contre, en termes d'équipe, en termes de rotation, en termes de circulation de balles, c'est la meilleure en équipe termes d'exploitation des faiblesses de l'adversaire, les Kings sont plus forts. Et quelque part, niveau mental, puisqu'ils remportent ce Game 5 et tu te dis, putain. parce que les Divac et tout, c'est pas des. C'est pas des petits gars que t'impressionnes comme ça. Bien sûr. Stojakovic, quand il y a des shoots à mettre, il y a des shoots à mettre. Bibi, il a été clutch. Enfin voilà, ils ont pas peur. Tout à fait. Et tu te dis donc, Game 6, retour à Los Angeles, attention. Parce que.
Accrochez votre ceinture. quand il pense. On rentre sur le Game 6. Donc c'est une phrase Finale de qu'il faut conf. bien se mettre en tête. Finale de conférence 2002, Game 6, Lakers. On est le 31 Kings. mai, si je ne dis pas de bêtises, 2002. Hein. Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que c'est le 31 mai. Une date, dans tous les cas, fin mai, à retenir, bien évidemment, puisque on rentre officiellement dans le match le plus scandaleux de l'histoire de la NBA. Ah bah oui, il n'y a même pas de discussion possible. Non, c'est pour ça. C'est le match le plus scandaleux de Le l'histoire. plus gros scandale de l'histoire NBA. Et pourquoi? On va vous l'expliquer. On rentre dans ce Game 6. Et on le sait, ça va se fighter entre les deux équipes. Les Kings n'ont pas peur. Et rentrent bien dans leur match. Le match, pas compliqué, il est serré du début à la fin de toute façon. Ça a joué un petit peu du Il y a yo-yo, des yo-yo, mais dans l'ensemble, ils se tiennent, ils sont là, ils se rendent coup pour coup. premier temps, je crois qu'il y a 75 partout au début du quatrième quart. Tu vois, genre voilà. Genre, je crois qu'il y a égalité au début du quatrième quart, mais Possible, un truc vraiment comme ça, 75 genre, partout. C'est serré. Trio arbitral, monsieur Très important. Dick Bavetta, monsieur Ted Bernard, monsieur Bob Delaney. Ancien flic de Détroit, je crois, de l'année. Il n'y a pas de quoi les applaudir. On va rentrer dans un quatrième quart-temps. Si vous avez envie de vomir sur ce sport, c'est maintenant. Le quatrième quart-temps entre Kings et Lakers en 2002, de ce Game 6, est un scandale. On le sait, et on va l'expliquer par la suite, la NBA, sous David Stern, a envie, pour des raisons qu'on connaît, que la série dure longtemps. Que les grands marchés... La raison qu'on connaît s'appelle le fric. Hein. Alors, ça s'appelle le fric, exactement. Que les grands marchés aussi puissent dominer. Ouais. On le voit depuis des années. David Stern, rappelons-le, une fois par interview, dit la finale rêvée pour lui, c'est entre les Lakers Et les Lakers. et les Lakers. La grande classe. C'est le président. Commissionneur. C'est le président qui dit ça. Voilà, le fric, le fric, le fric. Que va-t-il se passer dans ce quatrième Et quart-temps? encore le fric. Quatrième carton. Déjà, pendant les 3 premiers cartons, ceux qui veulent se taper le match en entier, ça vaut le détour. Parce que ça joue dur, ça joue au basket. En toute honnêteté, pendant ces 3 cartons, si t'es fan des Kings, tu te fais oh, l'arbitre, c'est un enfoiré. Et là, tu préchauffes. Hein. Et tu préchauffes seulement. Si t'es fan des Genre là, Lakers, c'est tu te fais oh, c'est pas mal, l'arbitre il nous aide bien et tout, tu vois. On est dans le match, les gars. Ah, ça y est, on tient le coup, les gars. Et là, le quatrième carton. Donc, petit chiffre, hein, comme ça, vite fait, là. Attention, sans aller rentrer dans les anecdotes Ouvrez précises. vos oreilles. Petit chiffre, 27 lancers francs pour les Lakers dans le quatrième carton. Il y a 12 minutes dans un quart-temps. Il y a 27 lancés pour les Lakers. Il y en a que 25 sur tout le match pour les Kings. À un moment, Chris Webber, il fait ça à un intérieur des Lakers. 2 lancers pour les Lakers. J'exagère à peine. Non, complètement. Il y a juste un truc 2 de bras fou. levés Oui. vertical de Scott Pollard. Il y a Body Bump Oui. sur le Shaq. Ouais. Qui en plus, le Shaq physiquement, Shaq. tu sais, genre Genre. bon, il peut prendre 2-3 contacts. Genre Scott Pollard, il va faire bouger le Shaq. Genre. De lancer. Et avec des points d'exclamation qui sont pas mal vers la fin. Malgré ça, ça reste serré. Ça reste. Les Kings sont dedans, putain. C'est ça le truc. Et on arrive à quelques secondes de la fin. Si je dis pas de bêtises, j'ai fait un article il y a pas très longtemps. Je crois que c'était pour l'anniversaire de Mike Bibby sur ce match 6 Le notamment. coude. Oui. Oh, Puisqu'on est à 4 minutes de la fin. Les Lakers mènent, si je dis pas de bêtises, de 2. Un truc comme ça. Ou de 3. En tout cas, c'est très serré. ouais. Les Kings font pression. C'est-à-dire qu'on a une remise en jeu sous le cercle, ou presque, Des des Lakers. Lakers. Et là, il y a pression tout terrain avec des pitbulls. Avec Mike Bibby qui est sur Kobe. Avec Doug Christie qui est sur, je sais pas sur qui, mais ils en sont tout cas, là, oui. genre ils sont là. Et là, personne n'arrive à se démarquer. Donc là, l'arbitre, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 7. Enfin bon, laisse tomber, les 5 secondes, honnêtement, j'ai vraiment l'impression, en tout cas moi, Je me à prépare. compter dans ma tête et tout, que genre les 5 secondes, elles passent large. Je me prépare. Ça commence à être la merde, donc Kobe, il n'arrive pas à se démarquer de Mike Bibby. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Kobe? Pah, un bon vieux coup de Et coude. on peut le voir au replay, il y a un coup de coude, bon coup de coude dans le nez. Kobe dans le nez de Mike Bibby. Le Bibby nez explose. Tombe à la renverse. Non, il n'y a pas de sang. Non, mais il a je veux mal. dire, le nez. Non, Oui, mais je veux dire. par contre, il a mal. Bah, il a l'équivalent d'un ballon de basket au milieu de la Voilà. face. Hein, donc, Voilà. je veux dire. Il tombe en arrière. Rien. Pas de coup de sifflet. Que dalle. Kobe, Il du est coup, groggy. il est démarqué. Donc il reçoit le ballon. Parce Ah, que bah. c'est, je sais plus qui c'est qui fait la remise en Et touche, c'est sous un les bout. yeux de l'arbitre. Voilà. Et là, Doug Christie, qui était au pressing sur un autre joueur, il n'a pas d'autre choix que tout de suite faire faute sur Kobe. Parce qu'il faut arrêter le chrono. T'es derrière. Donc là, ça veut dire que l'arbitre considère qu'un coup de coude dans le nez de ton défenseur direct, c'est pas une faute. C'est passé. C'est un appel contre appel, c'est pour se démarquer, quoi. Et
Tout à fait. Et pendant ce temps-là, d'ailleurs, sachez-le, les intérieurs, il y en a à peu près 4. Hein. Thunderburk, Pollard, Divac et Weber. Il y a 20 fautes à eux 4. Ouais, voilà. Bon, vous faites le calcul. Hein. Ouais, Normalement, il y a 6 fautes maximum par joueur. Donc, il y en a 2 qui sont... Dont beaucoup qui sont très Et contestables. il y a 2 joueurs qui sont expulsés. Ce sont les 2 qui sont censés défendre sur le Shaq. Exactement. Et donc, C'est un scandale. du coup, Kobe mettra ses lancers. Et à partir de là, les Kings pourront pas revenir. Et ils perdront ce match 6. Je crois que c'est 112-106 le score final. À moins que ça soit le score final du Game 7, ça. À voir. Faut regarder les... En tout cas, c'est très serré. Malgré un Weber en 26 points, 13 rebonds, 8 passes. Bien sûr. Un Bibi qui a mis 23 points. J'en passais des meilleurs. Divac est en double-double en 12-12. Les Peja Stojakovic, les Edo Turkoglu. Bien sûr, tout le monde met ça les dedans, Bobby Jackson. Ça... Voilà, exactement. Tout le monde fait son match. Hein. Ça a fait le taf. En face, il y a du gros Kobe et du gros Shaq, hein, attention. Mais le 4e quart reste dans la tête. Parce que t'as 27 lancés pour les Lakers, que c'est n'importe quoi, qu'il y en a 25 sur tout le match pour les Kings, qu'il y a ces calls qui sont absolument n'importe quoi. Et d'ailleurs, le malaise est total, non seulement évidemment du côté de Rick Adelman et des Kings, mais même chez les reporters qui sont en bord de terrain. Mais tout le monde est gêné, là. C'est-à-dire que juste l'excellence des reporters américains qui sont là se disent... j'ai pas besoin d'avoir fait des études pour voir que c'est les couilles dans le pâté là. Là, ça sent super mauvais. Et donc, Michael Wilbon, tous les gars, LA Times même, mais il y a des mecs du LA Times qui sont là genre franchement, je vais faire le récap du match, mais les potes, ça sera 200 mots. Hein. Et donc tout ça aurait pu en rester là et rester à la simple théorie du complot, tout ça. Je fais ça avant de passer au Game 7. Bien sûr. Sauf que quelques années plus tard, en 2007 exactement, il y a un arbitre qui s'appelle Tim Donaghy qui va subir une enquête du FBI. Une enquête du FBI qui va démontrer que pendant les 2 saisons précédentes, il a truqué des matchs sur lesquels il pariait des fois lui-même ou alors il faisait parier des amis. Enfin, en gros, il truquait des matchs pour gagner des paris, quoi. Oui. Parce qu'il était dans la merde, parce qu'il s'était mis dans le caca avec des gars plus ou moins notoires de la mafia du coin. Donc il avait des pressions, il fallait qu'il rentre de l'argent. Tout à fait. Et il est surtout conscient qu'il y a plein d'arbitres au sein de la NBA. Ouais. Qui fixe les matchs en fait. Exactement, qui arrange les matchs. Qui arrange les matchs. Et donc, Tim Donaghy qui, lui, par la suite, va faire 1 an de prison, un truc comme ça. Il va être condamné à de la prison ferme. Tim Donaghy qui n'est pas dans le match des Lakers, non, il fait pas partie du trio arbitral. Mais par contre, si son nom est important, c'est parce que c'est lui, notamment, qui donne tous les éléments pour qu'on se dise... C'est lui qui le dit, genre, en 2002, il y a eu un match important où il y avait un arbitre A et un arbitre B qui était conscient qu'il fallait que l'équipe X prolonge la série. Bon, c'était une série en 7. On a compris. C'était Lakers Kings. Voilà. Et donc, du coup, qui ont fait en sorte que l'équipe A soit avantagée. Et là, du coup, ça sort aux infos en 2007. Ça sort en mode, genre, les journalistes qui s'emparent du truc, genre, voilà, il y a des allégations, il y a des rapports, et il y a des... Il n'avait pas de preuves, mais c'est un témoignage extrêmement embêtant et gênant pour les instances NBA qui en gros se font accuser d'avoir mis pression sur des arbitres pour faire en sorte que les Kings ne gagnent pas ce match 6. C'est chaud quand même, c'est très très chaud. Et après quand tu regardes les images a posteriori, tu te dis bah oui, c'est évident, les arbitres ils ont mis la pression. Ah bah là quand tu regardes ça, tu te dis putain, les Lakers sont protégés comme jamais. Et après, insupportable. Après ce match 6 de 2002, on aura un Game 7. On peut pas dire que les Kings aient extrêmement bien géré ce Game 7, alors là, même s'ils ont été dans le match. Hein. Oui, ils ont été dans le match, mais on peut le dire, les Kings choquent vénère. C'est dur mentalement. On peut le comprendre mentalement, voilà, c'est ça. Mais on avait parlé du Game 5 où ils étaient déjà bien revenus après le shoot de Robert Horry, donc tout à fait. Certes, ça fait mal, mais Peja Stojakovic se chie dessus, il est quoi, 3 sur 12 je crois au shoot. Pas les stats, mais oui, ce chie. Je crois qu'il a 3 sur 12 de shoot et qui fait un airball à 3 points dans le corner alors que c'est serré. Oui, alors que c'est serré, tout à fait. Non mais ça se chie dessus. Ça va même en overtime si je dis pas de bêtises. Ça va en overtime. Les Lakers finissent par gagner à l'extérieur le match 7 de ces finales de conférence. Ils filent en finale. Ils éclatent les Nets. Ils éventrent les Nets. Et du coup, ils font leur sweep it. Et on peut dire ce qu'on veut, les Kings seront peut-être bons la saison suivante, mais je m'en 2003-2004, c'est des demi de con. Ouais, mais c'est voilà. Ouais, mais ce sera plus jamais pareil. Ils ne seront jamais de nouveau aussi proches d'une finale NBA. Jamais. C'est chaud. Jamais. Et en plus, derrière, le karma s'y ajoute. La saison d'après, il y a Brad Miller, certes, qui prend le relais au poste de pivot parce que C-Web a des problèmes de genoux.
Tu fais les playoffs et si Webb perd un genou en 2004, quoi. Donc vous qui êtes fan du Magic qui souffrez en ce moment, ou vous qui êtes fan des Nets Wolves. qui souffrez en ce moment, vous qui êtes fan des Wolves qui avaient attendu très longtemps les playoffs, vous qui êtes fan de je ne sais quelle équipe qui va pas bien en ce moment et tout, dites-vous bien que ce n'est rien par rapport à ce qu'ont vécu les fans des Kings. Non, mais les Kings, Rien. là, C'est l'horreur, c'est le bad. c'est l'horreur totale parce qu'en plus, tu te demandes justement ce que ça aurait pu être parce que l'impact est tel. De toute façon, on va le faire. Après, on va faire de la boîte à SF et on va faire de l'échelle du what if, mais tu apprends surtout quelques années plus tard. C'est ça qui est terrible, c'est que tu continues à bader. Tu vois l'épisode Weber qui se finit mal. Tu vois l'épisode Bibi aussi qui se finit mal. Enfin, je veux dire, regardons, cette clique-là, elle est très mal démantelée. Ah ouais. C'est-à-dire qu'après, les Kings, avec l'épisode Malouf et toute la... Ils ont pris cher et puis ils se sont fait chambrer. Shaquille O'Neal parlera des Sacramento Queens quelques mois plus tard. Genre c'est vraiment c'est injuste et en plus tu te fais enfoncer ta tête dans la merde, quoi. Tu te fais chambrer, ton équipe démembrée. La plupart de ces joueurs n'auront pas de bague. Enfin, je veux dire, Peya est allé la racler avec les Mavs, mais les Bibi et tout ça, enfin, tu vois, ça... Ah si, Bibi, il a été l'arracher, sa bague, ou pas, Bibi? Peut-être avec le hit en... même pas, il est là, je crois non, pas. il est pas là. Non, parce qu'il est en 2010 quand ils perdent contre Dallas. C'est ça, hein. Ouais. Donc non, il a... Non, tu vois, c'est Peya qui en gagne avec Dallas en 2010. Voilà, Doug Christie, tous ces mecs-là... Rick Adelman. Rick Adelman sous le nez, bien sûr. Et pensant, les Lakers, blanc comme neige. Hein. Alors, il n'y a pas de problème. Hein. Ils reviennent quelques mois plus tard avec Gary Payton et Karl Malone. Hein. C'est clair. Merci Détroit pour avoir remis un petit peu de justice. Bilou. Ouais. Donc, du coup, c'est ce Game 6 sur lequel on revient. Cette enquête qui est juste folle. Parce que en termes de... Dans l'histoire de la NBA, on a vu des histoires un peu folles. D'ailleurs, on vous conseille, ceux qui en veulent, on en a écrit dans le bouquin Trash Talk, on a écrit notamment 2-3 histoires. Hein. Il y a des magouilles dans les années 80, vous inquiétez pas. Hein. Jacques Molina, pour ceux qui connaissent pas, allez-y, hein. Le mec pareil contre sa propre équipe. Hein. Mais là, c'est vrai que l'idée de cette enquête, c'est d'essayer de voir comment un match truqué par les arbitres, faut pas avoir peur des mots, non, qui est un véritable scandale. Il y a de la tôle. Comment ce match a pu prison influer sur beaucoup de choses pour le coup. Exactement. Et justement, on va se poser plein de questions dans la boîte à SF. T'es chaud ? Allez, c'est parti. On va faire la boîte à SF. La magnifique boîte à SF gérée par Léonce. Ça y est, on est en mode turfu, passé, présent, turfu. On va se poser plein de questions maintenant qu'on connaît l'avenir sur ce qui s'est passé depuis 2002. Plein de petites questions justement qu'on se pose tout de suite. Voir ce qui aurait pu se passer si on redessinait un petit peu le script. Et on peut s'en poser. Ouais. Il y a quelques assez grosses questions. Vas-y Alex, envoie. Détective Alexinator. Quid du palmarès des Kings ? Oui. Oui, les Kings auraient une bague. Oui. Bien sûr. Les Kings auraient une bague. Minimum. Peut-être deux. Hein. Peut-être, mais si ce match n'est pas truqué et que derrière ils enchaînent avec les Nets... J'adore Jason Kidd, etc. Byron Scott et toute la clique. Il les tape. Mais il les mange. Il les tape. Et Kumbaya, Sarosine, tout le monde est là. Il les tape parce que le Shaq a défoncé la raquette, mais franchement, Weber Divac, il leur aurait fait trop mal. Et en plus, sur les extérieurs, meilleur jeu collectif. Pour moi, c'est la bague en 2002 pour les Donc Kings. On est d'accord, les Kings remportent. Pour moi, c'est la bague. Parce que pour moi, si les arbitres, ne les enfument pas autant au Game 6, pour moi, ils le gagnent à Los Angeles, ce match. Ils étaient dedans, ils avaient gagné le Game 5 un peu vraiment dans le clutch time et tout, ils étaient remis mentalement, ils étaient dedans. Pour moi, elle se finit au Game 6, cette série. Ils sont champions de l'Ouest et derrière, ils sont champions NBA. Et Weber a une bague. Et plein d'autres Edo Turkoglu, et plein d'autres Christie, bien sûr, Bobby Jackson, Vlad Divac, etc. Autre question que je te pose. Vas-y. Nous sommes donc en 2002. Au lieu de faire un triplé, les Lakers font un doublé et se font sortir par les Kings. Vu ce qu'on sait ce qui se passe l'année suivante avec Kobe et Shaq qui se font taper par les Pistons. C'est pas l'année suivante, c'est en 2004. Oui, pardon, c'est en 2004. Ouais. Est-ce que... D'abord, ils se font taper par les Spurs. Tout à fait, par les Spurs en demi. Ouais. Est-ce que Shaq et Kobe se séparent en 2002 ? On peut se poser la question. On peut. Genre goutte d'eau qui fait déborder le fucking vase. C'est pas sûr, mais on peut vraiment se poser la question. En tout cas, il y avait déjà pas mal de... ça se tapait dessus. Hein. Il y avait déjà pas mal d'eau dans le gaz, donc on peut effectivement se poser la question. On peut aussi se demander, donc il y a le palmarès des Kings, il y a
évidemment le palmarès des Lakers, puisque du coup ça leur fait pas de repeat. Ça leur fait pas très vite, donc peut-être que le Shaq n'est qu'un joueur qui a fait un doublé. Peut-être que Malone et Malone et Payton peut-être ils viennent jamais. Ça c'est une autre question. Est-ce que Karl Malone et Gary Payton l'année suivante décident de débarquer à Los Angeles pour se rattraper? C'est pas sûr. Hein. Et même toute la conférence Ouest, posons la question, parce que à l'époque, certes, Dallas c'est sympa, il y a Dirk qui fout le bordel avec ses copains. Duncan monte en puissance avec les Spurs, il est d'ailleurs le MVP, si je dis pas de bêtises, de 2002 et de 2003. Oui. Tu te dis, merde, qui est le king un peu de cette conférence Ouest? Ça aurait pu être ça les Kings plus ouvert. pendant, ou tout à fait, et ça aurait pu être les Kings pendant 2-3 ans. Plusieurs années. Ouais. Les Kings qui jouaient Weber et tout, mais quand même, ouais. Mais peut-être que la santé de Weber n'aurait pas été la même. Non. Du coup, j'ai une question un peu plus générale à te poser. Est-ce que ces Kings là, les grands Kings, comme on a coutume de dire, est-ce que ça serait pas une équipe all-time du coup? Au lieu d'être une équipe de losers, est-ce que ce serait pas une équipe all-time? Est-ce que tu passes pas d'un extrême à l'autre en fait en un match? Si, complètement. En un match, quoi. Ça serait une équipe all-time, mais quelque part c'est aussi une équipe tu vois ce que je veux dire? Oui. À cause de leur martyr. Alors à cause de leur martyr, ça fait une équipe all-time. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'ils seraient pas all-time dans le sens dans le sens positif? Waouh les gars, genre tu sais, genre mais bien sûr. On parlerait aux gars qui ont 15 ou 20 ans aujourd'hui, on leur dirait mec, il y a un truc qu'il faut que tu regardes, c'est les Kings de 2002 là, quand ils sont champions. Non, mais en tu verrais leur parcours jusqu'au titre, c'est un truc de malade. Non mais la phrase, comment ils défoncent les Nets en finale. Complètement. Non mais la phrase, ce serait le Game 6 à Los Angeles. Attends, dis-toi que la phrase ce serait Spurs 2014, Celtics 86, Kings 2002. Bah, franchement, on serait en mode comme grave, quoi. Bien sûr. Genre les bêtes d'équipe de passe titrées. On mettrait les Kings de Sacramento de 2002, putain de merde. Mais grave. Elle serait all-time dans ce sens-là. Je pense genre dans Weber, la discussion il serait MVP des finales, quoi. Chris Weber, il serait MVP des finales. Mais Chris Weber serait déjà Hall of Fame, mais en dormant. Non, mais genre, il serait MVP des finales, tu vois, genre, ça change toute sa carrière. Genre, le mec, il a pris un temps mort qu'il fallait pas. Ce serait Bibi, le non, c'est Chris Weber, t'es ouf. La raquette des Nets, Kenyon Martin. Demande à Duncan. Lol. Demande à Duncan, il était en 21-18. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je pense que Weber peut faire le même genre de perf. Tu vois, le même genre. Bien sûr. Le Weber de 2002, franchement, s'il tourne pas en 28-12-6 sur ces Nets-là, franchement, voilà. Non. Donc, Chris Weber, au lieu d'être un espèce de surathlète technique, mais loser magnifique, le mec serait un putain d'MVP des finales. Genre, il va jamais à Détroit par la suite ou à Philly, comme on l'a vu, quoi. Jamais. Non. Son maillot est toujours retiré comme il a été retiré là, mais il le fait en restant là-bas. C'est quand même ouf. C'est quand même ouf quand il pense. Moi, je trouve ça ouf. Je trouve que c'est genre. C'est quand même ce que je trouve assez ouf, c'est que vraiment on est en train de parler de tout ça. Genre, c'est incroyable comment ça change la suite. C'est un match. Hein, mais c'est un carton. C'est pas un transfert. Ou, tu vois, genre sur toute la longueur. Non, c'est un match. Et le dernier quart, quoi. Putain, le dernier quart est. Le match est scandaleux et le dernier quart, c'est même plus le scandale, c'est au-delà du scandale. Autre question. Bon, on y a répondu un tout petit peu avant, mais autant remettre le coup de marteau. On a bien affaire au plus gros. On a affaire au plus gros scandale de l'histoire de la NBA. Ah bah sur le parquet, ouais, ça. Sur le parquet, voilà, on est d'accord. Bien sûr. Après hors parquet, il y a eu des belles. Parce qu'il y a, ouais, d'accord, mais Tim Donaghy, qui était pas l'arbitre de ce match, lui, il a quand même fait de la prison. Ou enfin l'enveloppe cornée. Hein? L'enveloppe cornée, mais l'enveloppe cornée. Oui, d'accord, mais regarde, différence quand même. L'enveloppe cornée n'est qu'une théorie de complot. Alors que les Kings, il y a un mec qui a fait de la prison ferme pour avoir influencé les matchs. L'enveloppe, elle était trop froide. Oui, mais on n'a pas de... Tu vois, pu faire une écharpe. Genre, ça reste que... Pour moi, ça reste que dans le domaine de la théorie du complot. Là, on a un complot sous nos yeux. On a un scandale sous les yeux. Un scandale qui prive une équipe incroyable, vraisemblablement d'une bague, qui prive plusieurs joueurs magnifiques d'un bel avenir, c'est clair, d'un beau palmarès, tu vois, genre c'est chaud. Mais c'est ce qui fait d'ailleurs que, comme on le verra par la suite, David Stern qui se retrouve dans l'œil de la tornade, on le voit, on sent qu'il va, je veux dire, le basket prend très cher. Imaginez, ça arrive aujourd'hui. Et il y a plein de gens d'autres sports qui vont faire oh là vous êtes chelou, ou un petit peu, c'est un peu chelou ces histoires de basket. Et donc on le voit d'ailleurs par la suite, il serre un peu la ceinture puisque 2004 Malice of the Palace, Malice of the Palace, et bah du coup serrage de ceinture maximale. C'est Malax at the Palace. Ouais, Malax. Malaise au Palace. Et on le voit, David Stern va changer aussi un petit peu de politique en étant beaucoup plus carré là-dessus. Et surtout qu'en plus à cette époque-là en 2004 ça n'a pas encore éclaté le scandale, parce que je le répète, le scandale
il est sur le moment et après il est étouffé et après il sort au niveau du domaine public à cause du procès de Tim Donaghy. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que tu te retrouves 5 ans plus tard avec l'équivalent du journal de 20h chez nous. En fait, c'est où genre le mec fait au fait il y a 5 ans c'était arrangé le match. C'est le last minute report le plus long de l'histoire. Le last minute report 5 ans après, tu sais. Au fait, il y a 5 ans. C'est chaud. Mais d'ailleurs, quand on s'y penche, moi, il y a un détail, bon, certains l'avaient vu, ça peut faire un peu marrer certains. Moi, ça me met mal à l'aise un petit peu. Il y a eu, par la suite, les Kings qui ont failli déménager. On s'en souvient, il y avait eu un gros boulot fait par Kevin Johnson. Il y a les frères Malouf là, qui voulaient vendre, à l'époque, ils étaient propriétaires. Voilà, et Kevin Johnson qui va faire le boulot en tant que maire de Sacramento pour garder les Kings. Et c'est sous David Stern qu'il va faire en sorte de garder les Kings en NBA. En hommage à ça, ils ont fait une rue David Stern à Sacramento. Ouais, c'est quand même chaud. Est-ce qu'on est d'accord que c'est quand même un malaise? Ouais, c'est gros malaise. C'est quand même un énorme malaise, cette histoire. Je vérifierai, je crois que c'est pas une connerie. Il y a une rue David Stern. Mais je pense que les fans des Kings, je pense qu'ils apprennent jamais cette rue. Ah, tu contournes. Mais même si elle fait la taille de Vaugirard. Tu fais le tour. Tu te salis pas à prendre cette rue. Ou t'escalades les murs, quoi. Ouais. Jamais tu fous les pieds dans un truc pareil. Non. Le mec, il te donne un appart dans la rue, tu le prends pas, quoi. Dès que tu marches, il y a des coups de sifflet. Il n'y a que des briques partout. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Mais tout ça nous mène évidemment à la dernière petite section. On va se faire l'échelle du what if. T'es chaud? Ouais. C'est l'heure de l'échelle du what if. L'échelle du what if sur l'enquête du jour. Et si les Kings ne s'étaient pas fait voler en 2002, quelle est la note que vous avez donnée? Quelle est la note qu'Alex va donner? Et ainsi que Bibi, vous avez 5 étoiles. Et vous pouvez nous dire évidemment ce que vous en pensez. 5 étoiles, le maximum, c'est-à-dire que c'est le plus gros scandale all time. Une étoile, c'est on en a rien à foutre de toute façon. Parce que c'est le plus gros scandale all time. Ouais, tu vois, si ça avait été le what if le plus qui influence le plus avec le plus d'influence et le plus de répercussions. Ouais. Alex, quelle est ta note? Tu as quelques secondes pour notamment défendre ton steak. Ouais, je suis obligé de donner une grosse note. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Ouais, je vais donner 4 sur 5. Ok. C'est obligé. Pour tout ce qu'on a dit juste avant. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ceux qui sont intimement persuadés que 1. Les Kings auraient un titre de champion à leur palmarès. Que 2. Chris Webber, joueur que j'adore, aurait été MVP des finales. Malgré le fait qu'il ait été en retard au Game 4 sur Robert Horry. Tu vois, genre, ça aurait été oublié tout ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est un cauchemar. Cette série est un cauchemar. Et ce Game 6, c'est vraiment l'apothéose du cauchemar, quoi. Et un seul match, un seul carton, comme tu le disais tout à l'heure, qui a autant influencé l'histoire d'une franchise, l'image qu'elle a, l'image de certains joueurs, notamment Chris Webber, mais il n'y a pas que lui. Oui, c'est un gros what if. C'est un gros what if, je reste intimement persuadé que les Lakers se font sortir, et donc pas de sweep-it. Toi tu évoquais le Kobe Shaq qui peuvent se séparer, bah ouais, possible. C'est un très très gros what if. 4 étoiles sur 5. Toi aussi? 4,5. Ah non, pardon, 4,5 toi. J'en mets 4,5. Il faut bien qu'il y en ait un qui mette des virgules. C'est ma première demi. J'ai le droit, non? Alex met plein de demi toutes les semaines. Moi c'est ma première demi. 4,5, ouais, bah ouais, t'es dans le même registre. J'en mets 4,5, je suis proche du perfect parce que en fait... C'est... Tous les joueurs qui débarquent en NBA rêvent d'une bague. Bien sûr. Tous les joueurs rêvent d'un titre. Et comme tu l'as dit, c'est un dernier carton et c'est un dernier match qui définit ça. Ça définit la façon dont on regarde les joueurs. Genre les gens se prosterneraient devant Chris Webber et diraient... Et c'est pas genre... Il y a des équipes qui gagnent des titres et no disrespect envers les Cavs, tu vois, par exemple de là, on a vu en 2018 où genre les Warriors tapent les Cavs cette année, etc. Si les Kings de 2002 battent les Lakers de Shaq, Kobe et Phil Jackson, avec le jeu c'est une bague avec le jeu qui pratique. C'est une bague all magnifique, time. Mais all time. Non, je suis d'accord, ça rattrape les Mavs de 2011 ou des trucs comme ça, tu vois. Exactement, ça rentre dans ce cadre de franchise comme tout à fait Dallas. Les trucs qu'on kiffe, tu vois, les trucs qu'on... Exactement, qui sont inoubliables en fait. Et en fait, il y a... C'est tellement dur de remporter une bague. Il y a plein de franchises qu'on peut citer, les Phoenix, Atlanta, tous les deux, on est Phoenix, Atlanta. Les Hawks, ils ont une bague. Hein. Alors oui, on a une. Saint-Louis, hein. Phoenix n'en a pas. Oui, tout à fait. Non, mais Phoenix n'en a pas. Les Clippers. Il y a quoi d'autre? Les Clippers n'en ont pas. Il y a peut-être Indiana, on a en ABA, mais ils n'en ont pas. Les Nets n'en ont pas. Les Nets n'en ont pas. Les Raptors n'en ont pas. Voilà. Non, mais il y a des franchises comme ça. Il y a plein de franchises qui n'ont pas de bague. Il y a plus de franchises qui n'ont pas de bague que de franchises qui ont des bagues. C'est ça. Et en fait, quand tu rentres dans le clan des équipes qui ont une bague,
Déjà, rien que ça, c'est épique. La preuve, Dallas. Le jazz de Stockton et Malone, 2 années de suite, en finale, t'as pas de bague. T'as pas de bague. Genre, dès que t'as un titre, tu rentres dans l'histoire. C'est plus pareil. Donc, de rentrer dans une histoire, à la limite, que tu perds, on aurait pu faire un what if sur genre, s'ils avaient pas de choke. Mais c'est pas une histoire de choke, là, c'est une histoire d'arbitrage. Oui, là, c'est la NBA qui a appelé l'arbitre. C'est l'arbitrage. Qui a pris son téléphone et qui a fait Allô ? Ouais. Allô, Dick Bavetta ? Alors écoute-moi bien, gros. Il est hors de question que les Kings gagnent ce match. Ah, tu te débrouilles avec ça. Bien sûr. Tchac, ciao. C'est clair, c'est ça qui s'est passé. Hein. Mais comment est-ce qu'on parle du Shaq s'il n'a qu'un back-to-back et pas un triplé en tant que 3 fois meilleur joueur des finales et juste monstrueux? Tout à fait. Et est-ce que Shaq et Kobe restent les mêmes? Est-ce qu'ils n'auraient pas été transférés à ce moment-là? Parce que c'était le du gros bordel. C'est un énorme bordel. Genre, tous les joueurs des Kings, bon là ils sont pixelisés, hein, mais allez voir la fameuse photo, ils font tous les majeurs. Tous les joueurs des Kings de cette équipe-là en 2002 sont maudits. Les fans qui ont vu cette série et qui étaient fans de Sacramento sont maudits. Et surtout, quand on regarde, et c'est ça moi surtout qui m'hallucine le plus, la chute est telle de Sacramento par la suite, parce que on l'a dit en 2003, 2004, bon ça va, ça tient encore la route, mais les mecs sont pas en playoff depuis 15 ans là, genre ils vont créer une série all-time là. Heureusement que les Wolves d'ailleurs sont allés en playoff en 2018 parce qu'ils étaient série all-time. Les Kings vont je pense qu'ils vont l'exploser, ça va faire genre 14-15 ans qu'ils sont pas allés en playoff. Depuis, quand tu regardes la NBA et la façon dont on s'exprime sur les Kings, ils sont pris pour des bolos et des martyrs. Et une équipe de cons, il n'y a pas à dire, hein, juste au niveau de l'image qu'ils ont, parce la loose complète. Et en fait, si tu as cette bague, c'est plus pareil. On ne te parle pas du tout de la même manière. Non. Donc il y a 10 ans de pugilat et de foutage de gueule justifié, parce qu'il y en a qui ont fait de la merde dans le management, mais qui aurait été totalement différent s'il y avait une bague contre ces Lakers-là. Mais grave. Je suis quasiment obligé de mettre 5, mais je mets 4,5. Ok. Et tu as mis 4. Ouais. Voilà pour cette énorme enquête. Évidemment, vous pouvez le voir sur YouTube, il y a plein de documentaires et surtout en complet, notamment le Game 6 qui est disponible bien sûr. Entre Lakers et Kings. Si vous pouvez regarder la série entière parce qu'elle est exceptionnelle, nous je crois qu'on va devoir sonner rendez-vous lundi prochain. Ouais. On a d'autres grosses enquêtes aussi passionnantes. On vous fait la bise. Attention les fans des Kings, doucement sur la PLS et à lundi prochain. Bisous. À la prochaine. Ciao.